Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Dans cet épisode, nous sommes allés à la rencontre d'Aurélie Béga, rédactrice web et formatrice en communication digitale. Au cœur de l'actualité bretonne, Aurélie a publié en janvier son premier livre aux éditions ENI, La rédaction web, créez votre stratégie de contenu et boostez votre référencement. Ensemble, nous avons parlé de la publication de son livre, mais aussi plus généralement de formation, de rédaction web, de référencement naturel et de marketing de contenu. Pour ceux qui ne sont pas familiers du terme, souvent utilisé dans l'épisode, le marketing de contenu est une stratégie basée sur la création et la diffusion de contenus divers. Articles, vidéos, podcasts, etc. Nous espérons que cet épisode vous plaira. Bonne écoute! Bonjour Aurélie, merci beaucoup de nous recevoir ici au Capucin à Brest, dans l'espace de la French Tech. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît ? Alors bonjour à tous, je suis Aurélie Béga, je suis conceptrice, rédactrice web. Je suis également formatrice en communication dans l'enseignement supérieur et autrice du livre La rédaction web aux éditions ENI. Avant de devenir rédactrice web, tu as fait des études en droit. Comment en es-tu venue à l'écriture et pourquoi avoir décidé de changer de carrière ? Alors moi, du coup, ça s'est passé suite effectivement des études de droit. Donc en 2008, j'ai un enfant, donc tout de suite après mes études. Et donc je décide de monter un blog. C'est un blog de puériculture, donc vraiment dans une dimension de partage par rapport à l'écriture. Et j'ai été repérée par une agence de référencement et de communication sur Paris qui a commencé à me commander des textes et en parallèle qui a commencé à me former également. Donc on a travaillé ensemble et c'est vraiment de là que ça a démarré. Donc je travaillais en parallèle en tant que salariée. Et puis finalement, un CDD s'arrête. Et puis moi, je me lance vraiment pleinement dans la micro-entreprise. Donc ça a été courant 2010-2011. Et donc depuis, effectivement, je travaille en tant que rédactrice indépendante. Donc du coup, c'est vraiment la fin de ce CDD qui t'a poussé à te mettre à ton compte. Est-ce que c'était une évidence pour toi de lancer ton entreprise ou est-ce que tu cherchais en parallèle autre chose ? Alors au début, c'est vrai que j'étais plutôt partie dans une dynamique de salariat. Et puis finalement, le fait d'avoir des possibilités, des commandes, et puis le fait d'aimer aussi ce que je pouvais faire au niveau de l'écriture, apprendre un nouveau métier, donc qui était complètement différent de celui pour lequel moi je m'étais formée à la base à l'UBO. Ça s'est fait finalement assez naturellement. Est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui souhaiteraient se lancer en micro-entreprise ? Alors par rapport à la micro-entreprise, je pense que c'est un statut quand même qui est assez flexible, un statut qui est plutôt souple. À mon avis, c'est vraiment le premier statut qui me semble le plus simple à partir du moment où on a peu de charges. Donc c'est vrai que moi je travaille, j'ai un ordinateur, j'ai pas besoin d'avoir énormément de matériel et d'investissement du coup. Donc ça, c'est vrai que pour les personnes qui sont un petit peu dans le secteur du numérique, ça peut être vraiment la première marche vers laquelle on peut se tourner. Aussi la flexibilité en matière de comptabilité, qui c'est quand même très très simple par rapport à ça. Donc c'est un statut qui est à mon sens assez adaptable par rapport à l'activité et de bien se renseigner aussi. Il y a pas mal d'acteurs qui existent comme la boutique de gestion, comme la CCI qui peuvent guider pour savoir quel est le statut qui semble le mieux. Mais pour les personnes qui souhaitent vraiment se lancer dans tout ce qui est micro-entreprise, à mon sens, il faut bien réfléchir après quant à la possibilité d'évoluer ou alors finalement de rester en micro-entreprise pendant pas mal de temps également. Aujourd'hui, tu es toujours en micro-entreprise ou tu es passé en société ? Aujourd'hui, je suis toujours en micro-entreprise. Donc c'est un statut qui peut perdurer dans le temps suivant les possibilités qu'on a. C'est tout à fait envisageable. On va revenir sur ton métier plus spécifiquement, donc tu es rédactrice web. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors le métier de rédactrice web, ça va être la production de contenu textuel pour un site internet. Donc ça peut être effectivement pour des fiches produits, pour des pages catégories, pour une page d'accueil aussi sur un site internet, tout ce qui va être aussi article de blog, la construction d'une newsletter. On peut effectivement avoir aussi une petite casquette de community manager si on nous propose de la rédaction du contenu aussi sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir également tout ce qui va être aussi autour du script vidéo. Donc on peut arriver vraiment en amont pour l'écriture de texte à ce niveau-là. Donc c'est assez riche, c'est assez varié. Aujourd'hui, on a besoin de produire énormément de contenu pour être visible sur les moteurs de recherche. Et donc, on peut vraiment faire partie intégrante de la stratégie dans une entreprise pour
arriver à être visible et gagner en notoriété. Et tu travailles pour quel type d'entreprise ? C'est assez varié, effectivement. Soit je peux travailler pour des entreprises d'ampleur nationale, dans le secteur du sport, dans le secteur du prêt-à-porter, mais aussi pour des acteurs locaux qui vont avoir des besoins spécifiques et qui vont être, par exemple, dans des domaines assez techniques également. Donc c'est assez varié. On peut avoir un portefeuille client qui fait qu'on ne s'ennuie pas, justement, et qu'on arrive à avoir différents sujets, différentes thématiques sur lesquelles on peut travailler. Est-ce que la crise sanitaire que nous traversons a impacté ton travail ou a fait évoluer ta façon de travailler ? Alors pour ma part, pas vraiment. C'est vrai que moi je travaillais donc déjà de chez moi, donc à domicile pour tout ce qui était en lien avec la rédaction. Ça a plus impacté finalement pour tout le volet de la formation où il a fallu basculer en distanciel avec de la visio. Donc vraiment ça a changé la dynamique des cours qu'on pouvait transmettre, des formations qu'on pouvait mettre en place. C'est vrai que quand on a des volets de formation de 7 heures, on ne les prépare pas de la même manière en visio qu'on va aller travailler pour le présentiel. Donc pour cet aspect-là, oui. Sinon, finalement, ça a toujours été des échanges par mail, par téléphone. La visio, j'avais déjà mis ça en place. Donc pour moi, il n'y a pas eu de gros changements par rapport à ça. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le métier de rédacteur web, est-ce que tu peux nous dire quelle est la valeur ajoutée d'un rédacteur web ou d'une rédactrice web par rapport à une personne lambda qui va écrire lui-même les textes pour son site internet, par exemple ? Alors le rédacteur web, lui, il va vraiment travailler autour des centres d'intérêt des clients, d'une communauté et à la fois avoir un texte qui va être optimisé pour les moteurs de recherche, donc pour bien se positionner sur les pages de résultats. Donc le but pour le rédacteur web, ça va être vraiment de travailler sur la visibilité, la notoriété, apporter du trafic pour un site internet et donc avoir la possibilité de développer le chiffre d'affaires aussi pour une entreprise. Donc là, la valeur ajoutée, elle est là. Si on a un texte qui est optimisé et qui correspond aux attentes des internautes, on a déjà beaucoup plus de chances de pouvoir atteindre notre cible. Donc ça, c'est vraiment le point qui me semble le plus important en matière de rédaction. Est-ce que tu suis une méthodologie particulière quand tu rédiges un texte ? Oui, quand même. J'essaie d'être assez structurée pour la rédaction. En général, je commence toujours par une phase de recherche parce que c'est vraiment la phase que je préfère. Je commence par rechercher avec différentes sources pour bien m'informer sur le sujet. Ensuite, je vais travailler sur tout ce qui va être mots-clés, parce que c'est vraiment essentiel quand on fait de la rédaction. Donc, soit je vais faire une sorte de mind map autour du mot-clé principal pour avoir des mots-clés qui vont être secondaires, des mots-clés qu'on appelle de longue traîne, donc avec des expressions avec plusieurs mots. Et puis ensuite, quand je vais rédiger un texte, je vais faire un découpage en chaîne, donc c'est-à-dire un découpage avec un titre, des sous-titres qui vont être structurés dans lesquels je vais pouvoir incorporer mes mots-clés. Et puis ensuite, je vais travailler sur tout ce qui va être lien, le maillage interne ou le maillage externe, donc faire des liens qui vont aller vers d'autres pages du site internet ou qui vont aller sur d'autres sources ou des informations complémentaires. Donc voilà, c'est vraiment ces différents points. Donc pour résumer, je dirais que c'est vraiment la recherche, les mots-clés, le découpage et ensuite les liens. Donc c'est vraiment la structure vers laquelle moi je travaille et qui me semble la plus confortable pour moi. Aujourd'hui, quelle est l'importance du marketing de contenu dans une stratégie marketing plus globale ? La présence. Les marques ont besoin d'être présentes en ligne et pour ça, elles ont besoin de visibilité et le contenu textuel va permettre de transmettre justement, par exemple, leurs valeurs, leur philosophie, peut-être leur transparence aussi, si on est plutôt dans ce sujet-là. De l'information également, le côté pédagogique, le côté peut-être ludique, l'humour. Voilà, tout ça, on peut le transmettre via la stratégie de contenu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a rien trouvé de mieux que les mots pour pouvoir transmettre tout ça et véhiculer aussi des émotions via le storytelling, par exemple. Donc, ça me semble vraiment essentiel. Mais je pense que c'est complémentaire avec des canaux comme la vidéo qui montent beaucoup. On a aussi un besoin de visibilité, donc le référencement, on va plus travailler en souterrain vraiment pour pouvoir pousser aussi les textes. Donc ça rentre vraiment, c'est complémentaire. Et bien entendu, le graphisme pour avoir l'identité graphique et pour être visible aussi. Donc c'est une synergie. Quels sont les besoins de contenu que tu remarques le plus chez tes clients ? Alors chez mes clients, ça va être soit effectivement dans le volet e-commerce, ça va être de bien positionner les pages catégories. Au niveau du catalogue, on a notre page d'accueil et nos pages catégories qui vont après mener vers les fiches produits. Ça va être plus ces pages-là sur lesquelles je vais avoir davantage de commandes en matière de contenu textuel. Sinon, pour tout ce qui va être en matière de référencement, ça va plus être des articles de blog qui vont être présents et sur lesquels on va essayer de travailler de façon régulière avec une production, par exemple, 1 fois ou 2 fois par semaine. Et après, les mettre en lien sur les newsletters pour
pouvoir justement travailler de cette façon-là et bien les diffuser aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous expliquer l'intérêt d'un blog pour une entreprise? C'est vrai que le blog, on a encore un petit peu l'image du blog des années 2000 où on raconte un petit peu sa vie personnelle. Le blog d'entreprise, ça a fait sa révolution aux alentours des années 2010 et c'est en pleine croissance. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors le blog, c'est un élément qui est assez important parce que quand on va avoir un site internet, ça va rester statique pendant des mois, voire même des années. Le fait justement de proposer des articles de blog, déjà pour le moteur de recherche, le robot il va revenir une fois par semaine, une fois, voire même 2 fois par semaine, pour pouvoir justement indexer notre fameux contenu. Donc déjà ça c'est très bien pour le référencement. Pour l'entreprise aussi, ça va lui donner, elle va prendre la parole via un canal qui est le sien, qui est le blog, et elle va pouvoir le transmettre aussi directement via le newsletter, via les réseaux sociaux. Elle va peut-être avoir très peu de trafic qui va venir directement sur son blog, mais elle va transmettre du contenu à sa communauté, qui a les mêmes centres d'intérêt qu'elle, et pour une newsletter aussi, pour peut-être fidéliser une clientèle. Donc ça, c'est vraiment une prise de parole qui peut être intéressante. Et puis une newsletter aussi permet de garder le contact, d'envoyer des offres promotionnelles, en plus du côté informatif qu'on peut avoir pour un article de blog. Donc c'est assez intéressant de travailler avec cette stratégie-là et d'avoir un article de blog qui va être justement pertinent et qui va répondre à différentes choses, comme des inspirations d'achat, donner des éléments qui vont être plutôt informatifs, et puis pouvoir justement partager peut-être les coulisses aussi de l'entreprise. Donc ça peut être finalement avec plusieurs prismes. Quand tu écris, est-ce que c'est pour tes clients, pour leurs clients ou pour Google? Comment concilier les exigences de chacun? Alors, quand j'écris, je dirais que c'est plutôt pour leurs clients, avant tout. C'est quand même un point sur lequel on va travailler justement autour des centres d'intérêt, donc des clients, justement, quand on va écrire. Et si on apporte la satisfaction des clients, automatiquement, les personnes qui m'ont commandé le texte vont être justement satisfaites aussi et ça va faire une bonne expérience client. Après, bien entendu, on ne peut pas faire sans Google parce que si on n'a pas de visibilité, si on ne se positionne pas bien sur le moteur de recherche, on ne va pas avoir de trafic non plus. Je dirais avant tout pour les clients, après il y a Google et ensuite je pense que la satisfaction des clients elle arrive automatiquement par la suite. Et comment est-ce qu'on fait justement pour rédiger des textes sur des sujets techniques qu'on ne maîtrise pas forcément? Alors ça demande beaucoup de recherche. Ça c'est vraiment un point qui est important. Beaucoup parler aussi avec le client. Je pense que quand on parle avec le client connaît son produit, il connaît son service, mais parfois il n'a tout simplement pas les mots pour pouvoir mettre les choses en forme. Donc je pense beaucoup parler également avec le client. Après nous on arrive avec nos compétences autour des mots-clés, autour de la structuration et tout ça, mais et voir le vocabulaire que peut utiliser notre cible. Voilà, est-ce que si on est du B2B, on va peut-être plus sur un jargon un peu plus technique, tandis que si on est sur du B2C, on va être plus sur le côté pédagogique vers presque une vulgarisation pour pouvoir transmettre justement le sens autour du produit. Donc on va plutôt être là-dessus. Ouais. On a parlé beaucoup de référencement web. Pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec toutes ces notions, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition du référencement? Alors le référencement, je dirais que c'est une discipline qui permet justement de positionner un texte de manière optimisée sur les pages de résultats du moteur de recherche. Aujourd'hui, on parle même de plus en plus de référencement vocal avec les assistants vocaux. Et donc, on va mettre en point différents éléments justement pour pouvoir bien positionner notre texte, notre page. Le but, bien entendu, c'est d'être retrouvé par l'internaute et d'arriver, si c'est possible, dans le triangle d'or, donc c'est-à-dire dans les 3 premiers résultats du moteur de recherche en matière naturelle. Voilà. Donc en matière naturelle, c'est-à-dire sans payer, sans avoir recours à la sponsorisation de liens. Exactement. Et justement, qu'est-ce qui fait qu'un texte va être bien référencé sur Google? Est-ce qu'il y a des critères à prendre en compte pour ça? Il y a énormément de critères pour ça. Donc moi, je parlerai juste pour la rédaction. C'est vrai que bien choisir un mot-clé, par exemple, si vous êtes dans le domaine du tourisme, et je pensais au domaine du camping, un internaute, il va taper le mot camping, il ne va pas taper le mot hôtellerie en plein air, même si c'est un côté plus premium, même si c'est un côté peut-être un peu plus haut de gamme. Donc ça va être un point important. Quel est le mot-clé qui va être le plus tapé par l'internaute? Donc il y a des outils pour ça. D'où l'intérêt d'écrire pour les clients de tes clients et non pas pour tes clients directement. C'est ça, voilà, ça c'est un point qui est important et on va justement travailler de cette façon-là pour avoir un texte qui va être bien construit, qui va bien pouvoir ressortir sur le moteur de recherche. Ouais. Google fait régulièrement des mises à jour d'algorithmes. Est-ce que ça a un impact sur ta manière d'écrire? Alors bien entendu, on se tient au courant de différentes choses qui se passent. Après, c'est vrai que comme la première cible, ça reste vraiment l'internaute, on va d'abord écrire pour l'internaute.
Après, pour tout ce qui va être peut-être stratégie de lien, comme on a pu voir, il y a eu des grosses mises à jour par rapport à ça. Et puis aujourd'hui, Google prend de plus en plus de contenu aussi sous la vision sémantique qu'il peut avoir. Donc je pense que je suis moins impactée que directement les personnes qui y travaillent en tant que référenceurs. Mais j'essaie de faire attention effectivement aux différentes évolutions qui sont présentes. Est-ce que tu penses que le marketing de contenu seul peut permettre de transformer un prospect en client et de le fidéliser ? Alors je pense que c'est possible à la seule et unique condition que le contenu soit authentique et dans une dynamique de transparence. On le voit aujourd'hui, il y a des entreprises par exemple qui se lancent dans des campagnes de crowdfunding, le produit n'est pas encore complètement finalisé, le service est en cours et pourtant finalement les entreprises elles mettent carte sur table et elles ont une stratégie de contenu qui est vraiment très lisible, très transparente et je pense au domaine des cosmétiques avec tout ce qui est green beauty, on est dans des notions sur lesquelles le marketing de contenu a toute son importance. Après, aujourd'hui, c'est mieux évidemment d'être dans une stratégie de contenu qui va être globale, mais à mon sens, si on est dans une politique de stratégie et de marketing de contenu qui est justement plutôt transparente, on peut réussir à toucher notre cible. Et ça va être assez puissant quand on y arrive. Il arrive souvent qu'une entreprise crée un contenu, le diffuse sur plusieurs canaux et l'oublie. Comment pérenniser un contenu, notamment pour générer des conversions sur le long terme ? On peut faire de la réécriture, ça c'est tout à fait possible. Donc la réécriture, c'est quand vous avez un article ou un texte qui a été publié il y a peut-être plusieurs années, où il y a très peu de trafic, vous pouvez le remettre au goût du jour. Rajouter aussi du contenu, par exemple, avant on était plus sur un contenu autour de 300 mots, où c'était largement suffisant. Maintenant on a plutôt basculé sur du 600 mots, voire 1000, 1200 mots. Donc rajouter du contenu aussi, l'actualiser. Des fois, on n'est pas obligé de faire table rase. Quand on écrit, on peut repartir de l'existant pour pouvoir le construire, l'améliorer et pouvoir justement le rendre beaucoup plus solide. Donc ça, c'est tout à fait envisageable aussi. En janvier 2021, tu publies ton premier livre aux éditions ENI. La rédaction web, créer votre stratégie de contenu et booster votre référencement. Comment t'es venue l'idée d'écrire un livre ? Alors du coup, par rapport au livre, il y a une newsletter qui a été publiée aux éditions ENI. Donc j'ai reçu une newsletter disons qu'ils cherchaient des auteurs. Donc ça, c'était en mars 2020, donc au tout début, 15 jours après l'annonce du premier confinement. Et donc l'idée m'est venue comme ça finalement. Donc ils cherchaient des auteurs, je me suis dit pourquoi pas moi ? J'avais un livre blanc qui était en stock, on va dire, j'avais écrit une 50aine de pages avec une table des matières, quelques éléments dessus, mais j'avais laissé ça de côté. Donc j'ai envoyé tout ça. Et puis j'ai une réponse 15 jours plus tard en disant que le projet les intéressait. Et puis j'ai passé un essai au niveau d'une table des matières, un essai aussi écrit, pour avoir une validation finalement au mois de juin. Donc ça a pris un petit peu de temps la construction du projet. Donc finalement l'idée ne m'est pas venue spontanément, c'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait une possibilité, qu'il y avait peut-être une opportunité par rapport à ça. Et je me suis lancée. Tu es plutôt habituée des contenus web. Est-ce que tu as dû faire une gymnastique intellectuelle pour adapter ta plume à la rédaction d'un livre ? Alors pour la rédaction du livre, moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'était la table des matières. Donc quand on va voir sur le site, par exemple des éditions ENI, on voit toute la table des matières. C'est une table des matières qui fait 11 pages. Donc j'ai eu vraiment besoin de structurer mon contenu pour pouvoir écrire. Après, je vous avouerai que vraiment, la première semaine, c'était la page blanche totale. J'étais complètement stressée et paniquée par l'ampleur du travail qui était à venir. Donc au début, c'était plutôt la page blanche. Et après, vraiment la structuration avec la table des matières en se disant... j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler également de ça. Donc il y a plusieurs sujets qui sont ressortis assez vite. Parler de la veille, parler du storytelling, parler des réseaux sociaux, parler des mots-clés, parler du maillage, du découpage aussi du contenu. Et donc, après je me suis dit, ce sont des grands volets sur lesquels je vais pouvoir développer tout mon contenu. Et je les ai fait sous format de chapitre. Et ça s'est vraiment fait comme ça. Et combien de temps tu as mis à rédiger ton livre ? Alors la rédaction du livre s'est déroulée du mois de juin au mois d'octobre. Par contre, c'était un travail qui était quand même assez intense, donc j'ai passé un été très studieux. Donc on va dire 4 mois, mais 4 mois pleins. Comment ça se passe ? Est-ce que tu devais envoyer un chapitre toutes les semaines à ton éditeur pour une validation ou tu as tout envoyé d'un coup ? Comment ça se passait ? Non, ça c'était vraiment sur la fin. Tout devait être livré sur le coffre-fort numérique de la maison d'édition. J'avais déjà fait un essai pour un chapitre donc, qui avait été validé à ce moment-là. Quelles difficultés tu as rencontrées lors de l'écriture du livre et comment est-ce que tu les as surmontées ? La difficulté, je pense, première, ça a été le début. De se dire que j'avais quand même un ouvrage de 300 pages à écrire. Donc, je faisais depuis 3 ans de la formation, donc j'avais mis à plat pas mal de choses en matière de cours et tout ça. Mais ce n'était pas la même dynamique. Là, il fallait vraiment avoir une démarche très approfondie par rapport à ça. Donc je pense que la difficulté première, c'était de se lancer.
Et puis après, quand on est dans la recherche et dans la production, c'est une phase que moi j'ai trouvée très agréable en matière de travail. Et puis la fin, c'est la phase de la relecture quand même. C'est une phase très minutieuse. C'est une phase qui va prendre du temps, sur laquelle on se dit est-ce que finalement on a peur de ne pas avoir oublié quelque chose qui était aussi important. Toutes les marques que j'ai pu citer, je devais avoir leurs autorisations. Donc des fois, je n'ai pas pu citer certaines marques parce que c'était au cours de l'été et que je n'ai pas eu de réponse tout simplement. Donc c'était plus vraiment des sujets qui étaient des fois très importants mais sur lesquels j'avais pas de prise non plus. Beaucoup de tes clients sont bretons et tu illustres ton livre par des exemples d'entreprises locales. Pourquoi avoir fait ce choix de privilégier les entreprises locales dans tes exemples ? Pour moi, ça me semblait quand même assez simple et assez confortable de pouvoir présenter différents exemples autour de la Bretagne. Donc, des exemples que moi, je connaissais bien, que je maîtrisais bien aussi. Et de mettre en avant aussi le fait que la Bretagne, c'est un territoire très dynamique en matière d'entrepreneuriat, en matière de visibilité, de communication, du numérique, du digital. Donc finalement, la Bretagne, ça me suffisait comme terrain de jeu pour pouvoir illustrer mon livre. Quelle sensation procure le fait d'être publié ? Moi, c'est vrai que quand on m'a dit oui déjà pour l'écriture du livre, j'étais très contente. C'est vrai que j'y croyais pas. J'étais quand même assez submergée par l'émotion, on va dire ça comme ça. Après l'écriture du livre, vu que c'est un travail qui se déroule, donc il faut voir ça du mois de mars, et après la publication se fait au mois de janvier, ça prend beaucoup de temps. On a le temps de réaliser que c'est réel. Et après la publication du livre, c'est vraiment l'aboutissement. Là, on sent effectivement c'était une grosse aventure et qu'on arrive au résultat final qu'on peut enfin partager aussi. Parce que sinon, c'est vrai que l'écriture d'un livre, c'est vraiment une aventure en solitaire. On va travailler seul, on est chez soi, et puis on va mettre tout ça à plat. On peut enfin le partager. Et ça, je pense que l'aboutissement, c'est la satisfaction de pouvoir partager ça avec des étudiants qui ont été plutôt réceptifs, avec aussi la sphère professionnelle qui a plutôt bien accueilli également le livre, la presse locale aussi. Donc voilà, je pense que ça c'est très chouette. Ton livre s'adresse plutôt aux professionnels du web ou alors est-ce qu'il est accessible à tout à chacun qui souhaite en savoir un petit peu plus sur la rédaction web ? Alors moi, je l'ai voulu accessible à tout à chacun justement. Alors on va parler de différentes choses par rapport à Google, donc j'explique certains points. Mais c'est vrai que des personnes, par exemple, qui ne connaissent pas le référencement ou peuvent complètement lire le livre, des étudiants qui débutent également, ou des personnes qui sont aussi dans une situation, elles créent un site internet, elles voudraient écrire elles-mêmes, elles peuvent effectivement lire le livre et aussi animer leurs réseaux sociaux parce que j'ai fait un chapitre dessus. S'il y avait seulement 3 choses à retenir de ton livre, qu'est-ce que ça serait ? 3 choses à retenir. Alors je dirais que le travail de tout ce qui va être mind map autour des mots-clés, je pense que c'est vraiment important de s'y pencher parce que c'est la base en matière de rédaction. Je dirais également le travail d'animation d'un blog professionnel. Il y a quand même des types d'articles qui reviennent plus souvent et qui sont intéressants à partager avec les lecteurs. Et puis, je dirais les chapeaux de Bono, parce que ça, c'est une technique qui existe en gestion du temps et gestion d'animation de réunion, et que j'ai adaptée à la rédaction web. Et je pense que ça peut être intéressant pour les lecteurs d'avoir aussi mon point de vue par rapport à ça. Et où est-ce qu'on peut se le procurer, ton livre ? Alors, mon livre, on peut se procurer sur le site internet de la maison d'édition, donc ENI, la Fnac, Amazon, le site aussi de Leclerc et dans les librairies également. On peut le commander, notamment la librairie Dialogue à Brest. Mis à part ton livre, est-ce que tu as d'autres livres à conseiller autour du marketing de contenu ? Autour du marketing du contenu, je pense qu'on pourrait effectivement conseiller le livre autour du référencement, le guide du référencement naturel d'Olivier Andrieux, qui à mon sens est vraiment un livre très solide. La Bible. C'est ça, on est d'accord là-dessus. Le livre aussi Digital Marketing 2020, tous les ans ils sortent un livre et celui-là est vraiment très intéressant avec des exemples très concrets par rapport à ça. Et moi, c'est vraiment des livres que j'apprécie lire, consulter et donner aussi en exemple en cours aux étudiants. On remettra toutes les références de ces livres et du tien dans les notes du podcast pour que les auditeurs puissent se les procurer s'ils le souhaitent. Est-ce que tu as d'autres livres dans les tiroirs ou pas encore ? Pour l'instant, non. C'est vrai que là, je suis vraiment sur ce livre-là. J'exclus pas la possibilité, effectivement, d'écrire autre chose. Mais pour l'instant, c'est vrai que là, je reste sur mon sujet principal pour l'année 2021 autour de ce livre. Tu as repris des études dans le domaine de l'esthétique. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet et pourquoi l'esthétique ? Alors tout à fait, oui, alors, c'était une envie, une volonté de pouvoir faire une formation dans le domaine de l'esthétique. Voilà, c'est un domaine qui m'a toujours plu, ça c'est certain. Après, pouvoir lier communication et esthétique,
C'est quelque chose que j'espère pouvoir faire. C'est vrai que la France, c'est quand même 24 milliards de chiffre d'affaires dans le domaine de l'esthétique. C'est le deuxième secteur d'exportation aussi. Donc c'est vrai que la France, en matière de cosmétiques, ça se porte plutôt bien. Donc moi, j'aimerais effectivement pouvoir lier les deux. Et je pense qu'effectivement, en faisant une formation, ça permet d'être beaucoup plus crédible, d'avoir le bon vocabulaire et de pouvoir parler justement de certaines choses pour pouvoir s'adresser directement à un public qui est quand même très exigeant, un public qui connaît, qui sait ce qu'il veut et qui a besoin d'informations assez claires. Donc pour moi, je me suis dit que partir dans une formation d'esthétique, ça pouvait être à la fois lié la montée en compétences, mais également tout le côté un peu plaisir que je pouvais avoir. En plus de ton métier de rédactrice web, tu es formatrice dans plusieurs écoles bretonnes. Pourquoi t'être lancée dans la formation et quels sont les cours que tu dispenses ? Alors la formation, c'est un excellent moyen pour mettre à plat toute sa pratique, justement. On va dans une notion de transmission, dans une notion de pédagogie. Donc c'est très intéressant. On est dans la rencontre aussi, dans la rencontre d'étudiants qui ont envie d'apprendre, plutôt dans le domaine de la communication et dans le domaine du numérique. Alors moi, ça va être assez vaste, les sujets sur lesquels je peux intervenir. Ça va être stratégie de communication digitale, stratégie aussi d'influence, pour tout ce qui va être marketing d'influence également. Je peux faire tout ce qui va être suivi de mémoire et suivi de thèse. On peut aussi être sur des sujets comme la communication événementielle. Donc ça va être assez vaste autour du digital et du numérique, mais également de la formation continue aussi autour des réseaux sociaux et de la stratégie éditoriale. Et bien entendu, mon cœur de métier autour de la conception. Ça aussi, je dispense des cours là-dessus. Et au-delà de la volonté de transmettre tes connaissances qu'on peut retrouver à travers l'écriture de ton livre, qu'est-ce que t'apporte l'enseignement ? L'enseignement, c'est la rencontre avec un public qui a envie d'apprendre, qui a envie de se former, qui est en train de se professionnaliser. Donc ça, c'est vraiment ce point de vue-là qui est assez intéressant. Alors, on ne va pas se le cacher, depuis 1 an avec la crise sanitaire, la rencontre est différente parce qu'on est en visio, parce qu'on va avoir un support et c'est pas forcément la même chose. Là, ça revient petit à petit sur le présentiel. Mais pour moi, en tout cas, c'est vraiment l'aspect autour de la rencontre. Enseigner, ça demande un fort investissement. Comment est-ce que tu t'organises pour avoir du temps à consacrer à tes clients ? C'est pas simple. Ça, c'est vraiment la notion qui est pas simple. C'est quand même assez compliqué, effectivement, de pouvoir partager son temps. C'est ce qu'on appelle être un slasher ou une slasheuse. C'est avoir une activité plus de la formation. Donc, ça demande découper son temps en deux et souvent faire des choix. Et des fois, renoncer aussi à certaines choses. Donc, ça, c'est vraiment l'équilibre qui peut être compliqué à trouver par moment. Et même couper son temps en 3, puisque avec ta formation d'esthétique, j'imagine que ça te prend aussi beaucoup de temps. La formation d'esthétique, oui. Alors moi, cette année, ça me prend 2 jours par semaine, ce qui n'est pas négligeable. Donc oui, couper même son temps en 3. Donc des fois, oublier certains week-ends également. Ouais, c'est vrai. Tu as coordonné l'antenne de Brest et des Abers du réseau Femmes de Bretagne. Qu'est-ce que cela t'a apporté et que penses-tu que cela offre aux adhérents ? Alors le réseau Femmes de Bretagne, effectivement, j'ai été coordinatrice locale pendant 3 ans. Ça a été une très très belle expérience. Donc pour moi, ça reste un réseau professionnel ami dans lequel j'interviens de temps à autre. Ça m'a apporté déjà de la rencontre avec des femmes qui étaient soit chefs d'entreprise bien installées avec vraiment une structure, soit des femmes qui étaient dans une dynamique de porteurs de projets, donc qui avaient besoin d'être accompagnées. Et donc, on pouvait justement être dans un système d'entraide professionnelle. Alors, c'est vrai que Femmes de Bretagne, c'est pas forcément un réseau professionnel business. Mais en tout cas, c'est un réseau d'entraide professionnelle qui est peut-être la première ouverture vers l'entrepreneuriat. Donc, moi, ça m'a beaucoup plu. Donc, il y a eu plusieurs réunions qui étaient organisées. Donc, ce n'était pas vraiment des réunions, c'était des rencontres ou alors des ateliers aussi pour pouvoir justement monter en compétences. Et donc, c'était une aventure très, très chouette. Pourquoi avoir choisi de t'investir dans un réseau exclusivement féminin ? À ce moment-là, ça me parlait bien. C'était un réseau où il y avait des besoins aussi en matière de coordination. Ils cherchaient des coordinatrices pour développer leur présence dans le Finistère. Donc moi, je me sentais complètement, et je me sens toujours complètement alignée avec ces valeurs-là. Aujourd'hui, je suis plus dans l'investissement par rapport à Entreprendre pour apprendre, qui est une association pour promouvoir l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Il y a aussi 100 000 entrepreneurs dans lesquels je suis investie aussi. Donc c'est toujours la promotion de l'entrepreneuriat, mais plus dirigée vers les collégiens, vers les lycéens, voire même les étudiants de l'enseignement supérieur. On arrive à la fin de l'entretien, donc on va passer aux questions plein phare. Quel est ton endroit préféré en Bretagne ? Il y en a plein. Je dirais que j'aime beaucoup Morlaix. Je trouve que c'est une ville qui est très jolie, avec son viaduc. Je pense qu'il y a une âme sur Morlaix.
J'aime aussi aller à l'île de Bas, c'est très joli. J'aime bien aller à Ouessant pour le côté déconnexion que ça peut apporter. Et puis j'aime bien mon secteur aussi, le Pays des Abers, avec les dunes de Sainte-Marguerite, où c'est quand même très joli aussi. Et qu'est-ce que c'est pour toi être bretonne ? Alors, être bretonne, ça c'est quand même une vaste question. C'est la question piège de la fin du podcast. Alors du coup, moi j'ai vu un groupe Facebook qui s'appelait Être breton, c'est être un dieu, mais en mieux. Alors je dirais qu'être bretonne, c'est être une déesse, mais en mieux. C'est une chouette définition. Oui, c'est pas mal, je trouve. Ouais. Et quelle est l'entreprise à suivre en Bretagne selon toi ? Il y en a plein des entreprises à suivre. Alors moi, je suis beaucoup Yves Rocher dans le domaine de l'esthétique parce que c'est quand même une visibilité en matière de Bretagne qui est très importante. J'aime bien aussi Maquibel qui vend des produits artisanaux autour de tout ce qui va être parfum, hygiène et tout ça, avec une vraie identité bretonne. Donc moi, j'aime beaucoup suivre ces deux entreprises qui sont dynamiques et qui représentent bien le territoire. Super, merci beaucoup pour tes réponses. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? On peut me retrouver sur mon site internet. On peut également me retrouver sur LinkedIn. Et puis... C'est déjà pas mal. Est-ce que tu peux nous redonner l'adresse de ton site internet ? Alors c'est aurélie-bega.fr. On remettra tout ça dans les notes. Très bien, merci. Un grand merci Aurélie d'avoir participé à ce podcast et puis à très bientôt. Merci à vous. Un grand merci à Aurélie Bega de nous avoir permis d'en apprendre plus sur son travail de rédactrice web et sur les coulisses de la publication de son livre. Nous espérons que cet épisode vous a plu également. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Aurélie, vous pouvez retrouver les liens de son site et de ses réseaux sociaux dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt!